Imaginez une seconde, un instant, une fraction de seconde qui peut absolument tout changer. C'est la réalité brutale d'un traumatisme de la colonne vertébrale. Aujourd'hui, on va plonger au cœur de ce qui se passe dans le corps, de l'impact jusqu'aux décisions critiques qui peuvent redéfinir une vie entière. Alors d'où viennent ces blessures la plupart du temps? Eh bien la réponse, elle est juste sous nos yeux, sur nos routes. Les accidents de la circulation sont, et de très loin, la cause numéro un. Un rappel assez violent qu'un simple trajet peut basculer dans le drame. Ensuite, on retrouve les chutes et les accidents de sport, qui complètent ce tableau assez sombre. Et ça se passe où exactement sur la colonne? Figurez-vous que dans 60% des cas, c'est énorme, ça touche la charnière dorso-lombaire. C'est cette zone de transition très mobile entre le milieu et le bas du dos. Les 40% qui restent, c'est le rachis cervical, notre cou. Une partie du corps qui est incroyablement mobile, c'est vrai, mais aussi terriblement vulnérable. Et ce qui rend ces chiffres encore plus tragiques, c'est quand on regarde le profil des victimes. Le plus souvent, il s'agit d'hommes, jeunes, actifs, en pleine force de l'âge. Des personnes en pleine possession de leurs moyens, ce qui rend le drame d'autant plus lourd. Bon, maintenant qu'on a vu qui est touché et où, il est temps de rentrer dans le vif du sujet, la mécanique même de la blessure. Et là, tout, mais vraiment tout, va reposer sur une distinction fondamentale, celle qui guide chaque décision des médecins, la différence entre une lésion stable et une lésion instable. Pour bien comprendre, on va utiliser une analogie toute simple mais très parlante. Imaginez la colonne vertébrale, avec tous ses os, les vertèbres. C'est le contenant. Et à l'intérieur, il y a le contenu, un véritable trésor incroyablement précieux et fragile, la moelle épinière. C'est un peu l'autoroute de l'information entre le cerveau et tout le reste du corps. Du coup, on imagine bien que si le contenant se brise, il y a une question, une seule, qui devient immédiatement obsédante pour les médecins. Et la réponse à cette question peut faire la différence entre une récupération et une paralysie à vie. Cette réponse, elle tient en 3 lettres. SVM, pour segment vertébral moyen. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Eh bien, pour faire simple, c'est comme le mur porteur à l'arrière de la vertèbre. C'est une barrière faite d'os et de ligaments, et c'est littéralement la dernière ligne de défense qui protège la moelle épinière. L'intégrité de ce mur, c'est la clé de tout. Et c'est précisément là que tout bascule. D'un côté, on a la lésion stable. Ça veut dire que le mur arrière, le fameux SVM, a tenu le choc. Ouf, la moelle épinière est en sécurité. Mais de l'autre côté, on a la lésion instable. Le mur est rompu, des fragments d'os peuvent se balader, le moindre mouvement peut venir blesser la moelle. C'est une véritable bombe à retardement neurologique. Dès que le mot instable est prononcé, ou même simplement suspecté, une véritable course contre la montre s'engage. Et elle commence bien avant l'hôpital, directement sur les lieux de l'accident. La règle d'or, le mantra absolu des premiers secours sur place, c'est l'immobilisation. On ne bouge plus. Pourquoi? Pour une raison à la fois simple et vitale. Il faut à tout prix éviter qu'une blessure qui était peut-être stable au départ ne devienne instable à cause d'un mauvais mouvement. Chaque millimètre compte. Sur le terrain, chaque geste est un balai millimétré. D'abord, bien sûr, on s'assure que les fonctions vitales sont là. Et tout de suite après, l'obsession, c'est de maintenir l'axe de la colonne, du crâne jusqu'au bassin, parfaitement droit. La personne est déplacée en monobloc, comme si c'était une statue, pour empêcher la moindre torsion. Et le premier examen novologique, noté avec l'heure précise, devient la référence absolue pour suivre l'évolution. Une fois que la personne est stabilisée et transportée, l'étape suivante, c'est de comprendre l'étendue exacte des dégâts. Il faut réussir à voir l'invisible. La question est donc, comment fait-on pour voir à travers la peau et les muscles pour visualiser une fracture, une rupture de ligament ou une compression de la moelle? Pour ça, heureusement, les médecins ont tout un arsenal d'imagerie. Le premier outil, souvent, c'est la bonne vieille radiographie. Ça donne une première idée, un aperçu rapide de l'alignement des vertèbres. Mais ça a ses limites. C'est pas toujours très net dans les zones complexes comme la nuque, et surtout, ça ne montre que le contenant, les os. Le précieux contenu, lui, reste complètement invisible. Alors, pour vraiment voir le contenant en détail, on passe au niveau supérieur, le scanner. Et là, ce n'est plus du tout la même histoire. On obtient une reconstitution 3D des os d'une précision incroyable. Les médecins peuvent littéralement se balader à l'intérieur de la colonne pour traquer la moindre fracture et repérer le plus petit bout d'os qui menacerait la moelle. Mais pour voir le fameux contenu, la moelle épinière, il n'y a qu'un seul examen qui fait vraiment la loi. L'IRM, c'est le seul qui permet de voir directement les tissus nerveux. Il peut révéler une contusion, un saignement, un gonflement. C'est l'IRM qui va donner le pronostic neurologique le plus fiable.
Il faut bien comprendre qu'une lésion de la moelle, ça va bien au-delà de la paralysie. C'est tout le corps qui est touché. Et plus la blessure est haute, plus c'est grave. Par exemple, une lésion très haute, au-dessus de la vertèbre C4, coupe le signal nerveux qui commande la respiration. Plus bas, au-dessus de T6, c'est le contrôle du cœur et de la tension artérielle qui est atteint. C'est tout le système nerveux autonome qui déraille. Face à un tableau pareil, on se demande ce qui est faisable. Alors, voyons maintenant quels sont les grands principes qui guident le traitement de ces lésions. Quand une opération est nécessaire, elle vise 3 buts fondamentaux. Premièrement, réduire. Ça veut dire remettre les vertèbres dans le bon alignement. Deuxièmement, décomprimer. Il faut libérer la moelle et les nerfs de tout ce qui appuie dessus. Et enfin, troisièmement, stabiliser. On vient reconstruire une structure solide avec des vis et des tiges pour que ça ne bouge plus. Mais attention, l'opération n'est que le début d'un très très long chemin. Après, un autre combat commence, celui contre les complications liées à l'immobilité. La peau qui s'abîme et crée des escarres, les poumons qui s'infectent, le sang qui peut former des caillots. C'est une lutte de tous les instants qui repose entièrement sur les équipes de rééducation et de soins. Pour conclure, retenons cette phrase. C'est un véritable dogme en médecine d'urgence et elle résume toute la philosophie de la prise en charge. Toute personne blessée est un traumatisé du rachis jusqu'à preuve du contraire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans le doute, on agit toujours comme si la colonne était touchée. On la protège en priorité. C'est ce principe de précaution qui, chaque jour, sauve des vies.